Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Quel avenir pour le vice-président sud-soudanais Riek Machar? Le chef rebelle a été destitué de la présidence de son parti, le SPLM-IO. Le principal opposant au président Salva Kiir est accusé d'avoir échoué dans la défense des intérêts du parti. La lutte contre la pandémie de Covid-19 prend de la vitesse en Tunisie. Les autorités ont décidé de mettre l'armée en première ligne pour accélérer la campagne de vaccination. Objectif affiché, vacciner près de 50% de la population tunisienne d'ici la mi-octobre 2021. Et la Côte d'Ivoire va accueillir la 41e journée mondiale du tourisme le 27 septembre 2021. Cet événement de portée internationale a pour but de préparer la relance du tourisme mondial rudement affecté par la pandémie de Covid-19. Mais tout d'abord, au Tchad, une vingtaine de militaires sont morts dans la nuit de ce mercredi 4 au jeudi 5 août dans une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram. Le drame s'est produit sur l'île de Tchoukou, Telia, dans le lac Tchad, à 190 km au nord-ouest de la capitale N'Djamena. Les éléments de l'armée nationale tchadienne ont été attaqués alors qu'ils rentraient d'une mission de patrouille. Notons qu'il s'agit de la toute première attaque d'envergure de Boko Haram sur le territoire tchadien depuis le décès du défunt président Idriss Déby Itno en avril dernier. C'est l'une des conséquences des conflits internes au sein de l'opposition sud-soudanaise. Le chef rebelle Riek Machar a été destitué de la présidence de son parti, le SPLM-IO, après une réunion de crise de 3 jours. Ses rivaux l'accusent d'avoir échoué dans la défense des intérêts du parti. Le vice-président est désormais dépourvu d'autorité militaire. Le point avec Nathalie Mo. La frange armée du mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition SPLM-IO a destitué Riek Machar du poste de président du principal parti d'opposition du pays le 3 août 2021. L'état-major du parti a déclaré le lieutenant-général Simon Gatchouet-Doual chef par intérim du parti. C'est la conséquence de conflits internes qui déchirent le parti depuis les 8 dernières années. Les cadres du SPLM-IO remettent en question le leadership de Riek Machar. Il est accusé par ses opposants d'avoir affaibli la position du parti au sein du gouvernement de coalition. Currently, the revitalized peace agreement. The implementation of revitalized peace agreement is not progressing well. L'implémentation de l'accord de paix est à la traîne. Le docteur Riek Machar est à l'origine de cette situation. Il s'est rendu à Juba où il a mis en place le gouvernement d'union nationale avant la mise en œuvre de l'accord de sécurité. Il a abandonné les forces du SPLM-IO dans une situation inconfortable. Il a trahi la mémoire de nos héros et héroïnes tombés au front. Il a trahi notre idéologie simplement parce qu'il visait le poste de vice-président. And he betrayed the cause of our struggle simply for sake of a redundant position of first vice president. Les alliés du premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, ont rejeté l'annonce de son éviction de la tête du parti. Ils ont qualifié cette décision d'extrême et susceptible de diviser définitivement la formation politique. De plus, les alliés de Riek Machar estiment que cette destitution pourrait avoir un impact négatif sur le processus de paix au Soudan du Sud. I want also to contribute in SPLM to promote. Il faut construire dans l'unité le SPLM-IO afin de mener en avant le parti. Nous devons convaincre le peuple que ce parti est historique. Si les dissensions naissent, il faut les résoudre et aller de l'avant. Il ne faut pas uniquement agir dans le sens d'obtenir des postes de responsabilité. Not necessarily because only of position. Position will come when the time comes. Le SPLM-IO a été créé en 2016 à la suite de la division du mouvement populaire de libération du Soudan, principale branche armée ayant lutté notamment pour l'indépendance du pays. Au terme d'une réunion de crise de 3 jours, les membres dissidents du SPLM-IO ont publié une déclaration qui relève le manque de transparence à la tête du parti, mais réitère leur engagement en faveur du respect du pacte de paix de 2018.
Également dans l'actualité en Tunisie, le mouvement Ennahda a appelé ce jeudi 5 août à la tenue d'un dialogue national pour faire avancer les réformes politiques et économiques du pays. Et ce, une dizaine de jours après les décisions exceptionnelles prises le 25 juillet par le président Kais Saied de suspendre les travaux du Parlement et de lever l'immunité de tous les députés pour une durée de 30 jours. Pour sortir le pays de la crise, le mouvement d'inspiration islamique Ennahda s'est dit prêt à interagir positivement pour assurer la reprise du processus démocratique tunisien. Et en plus de cette crise politique, la Tunisie doit faire face à une 4e vague de contamination à la Covid-19, amplifiée par la propagation fulgurante du variant Delta. Le pays vit actuellement une situation critique avec l'un des pires taux de mortalité au monde liés au coronavirus. Pour lutter contre cette nouvelle vague, les autorités ont décidé de mettre l'armée en première ligne. Un sujet de Anthony Atangana. La Tunisie est en proie à une crise sanitaire difficile. Entre la propagation fulgurante du variant Delta sur tout le territoire et le cruel manque d'oxygène dans les hôpitaux, le pays semble à bout de souffle, plongeant les populations dans l'incertitude et le désarroi. C'est le cas notamment de Saïdia Abidi, qui ne décolère pas suite au récent décès de sa sœur lié au coronavirus. Ma sœur est née en 1951. Elle avait 71 ans et elle était toujours en bonne santé, mais elle est décédée du Covid-19. Beaucoup de gens sont morts. Nous voulons qu'ils nous fournissent de l'oxygène et des soins de santé appropriés. Face à cette situation, les autorités locales tentent donc d'accélérer la campagne de vaccination. Et afin de lutter contre cette nouvelle vague, le président Saied a mis l'armée en première ligne. Une cellule de crise coordonnée par les militaires a été mise en place. Longtemps réticents à la vaccination, les habitants se présentent désormais dans les centres. Ce lundi encore, devant l'un des plus grands vaccinodromes de la capitale, des centaines de personnes faisaient la queue pour recevoir leur injection. C'est le cas de Zoubiar Benamar qui salue la campagne de vaccination lancée par le chef de l'État. Ils auraient pu responsabiliser l'armée dès le début. Ils sont capables de tout. Nos services de santé sont limités et les gens veulent se faire vacciner. Que Dieu soit avec lui. La rue sera juge. Ils suivaient les gens dans la rue et non les partis politiques. J'espère qu'ils le laisseront poursuivre la décision qu'il a prise. Malgré le cap des 20 000 décès liés au coronavirus franchi le week-end dernier, la situation semble s'améliorer petit à petit. Avec les 1,5 million de doses de vaccins parvenus d'Italie le dimanche 1er août et les 1 million de doses du laboratoire Moderna procurées par les États-Unis vendredi 30 juillet, le pays se fixe désormais l'objectif de vacciner environ 50% de sa population d'ici à la mi-octobre. La République centrafricaine devrait basculer en récession économique en 2021 selon le rapport annuel de la Banque mondiale. Une récession de 0,6% due notamment à l'offensive rebelle et au blocage de la principale voie d'approvisionnement du pays vers le Cameroun en début d'année. Les explications de Philomène Tiné. Sous l'effet cumulé de la détérioration de la situation sécuritaire, la fermeture prolongée du corridor commercial entre Bangui et le Cameroun, ainsi que de la crise économique due au coronavirus, l'activité économique de la Centrafrique devrait se contracter légèrement cette année. Selon le rapport annuel de la Banque mondiale, l'économie centrafricaine devrait entrer en récession de moins 0,6% en 2021. Il faut ajuster la croissance avec l'inflation. Et là, on voit une décélération. On voit qu'en termes réels, les gens ont moins de moyens pour vivre et ça à cause d'une augmentation de la pauvreté. La Centrafrique devrait notamment renforcer son capital humain afin de mieux faire face à la crise économique, indique l'institution de Bretton Woods. Le pays doit notamment améliorer l'accès aux services de santé, à l'éducation et promouvoir des opportunités d'emploi. Aujourd'hui, que l'on dise qu'il y aura une contraction économique, ce n'est qu'un euphémisme. Ce pays est en train de se détruire chaque jour qui passe. Il est très important que des solutions innovantes intérieures redonnent à ce pays un sens élevé de l'économie domestique. Et donc la seule innovation nécessaire, c'est d'aller sur la production intérieure des biens et des services. Les statistiques, qu'elles viennent de la Banque mondiale ou qu'elles viennent de n'importe quelle organisation, ne représentent absolument rien vis-à-vis des vies humaines. Il faut de la sécurité pour que les institutions soient consistantes. Il faut absolument qu'il y ait des échanges des biens et des services pour s'assurer que le pays progresse tant qu'il n'a pas encore la capacité de produire tout seul. Et il est important que la gouvernance soit sérieuse.
Selon la Banque mondiale, la Centrafrique accusera jusqu'à 22 ans de croissance en retard. Par ailleurs, les Nations unies estiment que le pays figure sur la liste des 17 pays africains qui devraient être confrontés à un niveau aigu d'insécurité alimentaire au cours des 4 prochains mois. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 41e journée mondiale du tourisme le 27 septembre. À Abidjan, cet événement de portée internationale devrait préparer la relance du tourisme mondial, secteur qui a perdu quelques 1300 milliards de dollars en 2020 sous l'effet des restrictions de déplacement dues à la pandémie de Covid-19, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Plus de détails avec Mildred Diamou. La Côte d'Ivoire sera l'hôte le 27 septembre 2021 de la Journée mondiale du tourisme, célébrée sous le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». L'événement réunira sur Abidjan en présentiel et en virtuel les acteurs du secteur du tourisme afin de débattre des moyens de relancer le tourisme mondial après le choc infligé par le coronavirus. C'est une bonne opportunité qui est donnée à la Côte d'Ivoire d'avoir abrité la Journée mondiale du tourisme. Étant entendu que abriter la Journée mondiale du tourisme voudra dire qu'on reconnaît à ce pays ses qualités intrinsèques et ses capacités ainsi que son potentiel au plan des infrastructures et du point de vue de sa capacité de desserte aérienne et des moyens de communication, des moyens de locomotion et les questions de mobilité et de fluidité routière qui sont de nature à créer l'attractivité de la ville. De ce fait, en choisissant la Côte d'Ivoire comme pays hôte, c'est une reconnaissance aux efforts des autorités de notre pays avec à sa tête le président de la République qui n'a de cesse de faire des investissements portant la Côte d'Ivoire à un niveau de développement. Alors que plusieurs économies comptent sur le tourisme pour la reprise post-Covid-19, les autorités veulent relever les nombreux défis confrontés par ce secteur. Les données du ministère ivoirien du tourisme estiment à environ 80% la chute du chiffre d'affaires du tourisme mondial, soit une perte de plus de 4 000 milliards de dollars. Ma mission pour les mois prochains consisterait à faire en sorte que les membres affiliés, au sortir de cette grave crise pandémique au plan sanitaire qui a presque endeuillé le secteur du tourisme, eu égard à tout ceci, nous devrons faire en sorte que les membres affiliés se mobilisent pour aller vers la recherche d'un effet de levier pour capter des financements et mettre en place une politique de financement du secteur privé avec des facilités et surtout rechercher des partenaires pour tous les membres affiliés à l'échelle des continents pour que ce secteur-là, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois et secteur générateur de valeur, puisse continuer à jouer leur rôle et faire les adaptations que nécessite ce changement de paradigme pour que la digitalisation de leur secteur se fasse avec l'appui des valeurs technologiques. Précisons que le Maroc va abriter en octobre 2021 la prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. En 2018, le gouvernement ivoirien avait adopté un programme baptisé Sublime Côte d'Ivoire visant à réduire la pauvreté, créer plus de 600 000 emplois et faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique du continent africain d'ici 2025. Le marché de l'électroménager est très prometteur en Afrique, raison pour laquelle des professionnels camerounais ont choisi de se spécialiser dans la vente d'appareils électroniques depuis quelques années. Après s'être établis au Cameroun, leur objectif est désormais de s'étendre sur le marché sous-régional et continental. Le point avec Joël Ballot. Selon des clients rencontrés dans cet espace commercial de Yaoundé, le commerce de l'électroménager est le futur de l'expansion économique du Cameroun. Proposer des produits de bonne qualité à des prix abordables avec un service après-vente fiable, voilà la clé de la réussite. Esther dirige depuis 7 ans un magasin d'électroménager à travers lequel elle propose des articles de dernière génération, faciles à utiliser et qui bénéficient d'un bon rapport qualité-prix. Avant, quand on avait par exemple un lampadaire solaire pouvait vous coûter dans les 1 million, 1,2 million.
Aujourd'hui, chez Gradel, tu peux trouver un lampadaire solaire à 200 000, 250 000 et peut-être même moins. Les clients apprécient la demande dans le marché et on se bat pour satisfaire tout le monde, que ce soit dans l'électronique et que ce soit dans l'énergie solaire. Bon, nos projets, c'est déjà de satisfaire tout le Cameroun entier et de s'étendre dans la zone CEMAC et aussi même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, avec la demande croissante aujourd'hui, les commerçants sont obligés d'importer hors d'Afrique les appareils électroménagers pour pouvoir satisfaire leur clientèle. Conscient de ce manque à gagner, Alkis Bruno Domiounubi, entrepreneur, a mis sur pied une usine de fabrication et de montage d'appareils électroménagers au Cameroun. Nous pensons, à partir du Cameroun, pouvoir satisfaire les besoins en équipement électroménager dans la zone CEMAC. Dans le cadre du développement de notre activité, nous visons également le marché de la République démocratique du Congo et le Nigeria. Nous souhaitons que les équipements électroménagers made in Cameroun puissent conquérir l'Afrique. Valoriser le Made in Cameroun devient à ce moment une nécessité car si en 2015, 25% des populations ont basculé vers le numérique, aujourd'hui c'est plus de 70% de la population, selon le ministère de la Communication qui s'est aussi arrimé à cette nouvelle technologie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.